Le professeur, par Charlotte Brontë. Chapitre 1er. L'autre jour, en cherchant dans mes papiers, j'ai trouvé au fond de mon pupitre la copie suivante d'une lettre que j'ai écrite l'année dernière à un ancien camarade de collège. Mon cher Charles, je ne crois pas, lorsque nous étions ensemble à Eton, que nous fussions très aimés. Tu étais caustique, observateur, froid et plein de malice. Je n'essaierai pas de faire ici mon portrait. Mais autant que je puis me le rappeler, mon caractère n'avait rien d'attrayant. J'ignore quels effluves magnétiques nous avaient rapprochés. Assurément, je n'avais jamais eu pour toi l'affection d'un Pylade. Et j'ai certaines raisons de penser que tu as été également dépourvu à mon égard de toute amitié romanesque. Nous n'en étions pas moins inséparables entre les heures des classes, et la conversation ne tarissait pas entre nous. Lorsqu'elle roulait sur nos camarades et sur nos professeurs, nous nous entendions à merveille. Et si je venais à faire allusion à quelque tendre sentiment, à quelque vague aspiration vers un idéal dont la beauté m'entraînait, ta froideur sardonique me trouvait d'une complète indifférence. Je me sentais supérieur à tes railleries, et c'est une impression que j'éprouve encore actuellement. Il y a bien des années que je ne t'ai vu, bien des années que je n'ai reçu de tes nouvelles. En jetant dernièrement les yeux sur un journal de notre comté, j'ai aperçu ton nom. Cela m'a fait songer au passé, aux événements qui ont eu lieu depuis que nous nous sommes quittés, et je me suis mis à t'écrire. Je ne sais pas ce que tu as fait ni ce que tu es devenu, mais tu apprendras, si tu veux bien lire cette lettre, comment la vie s'est comportée envers moi. J'eus d'abord, en sortant du collège, une entrevue avec l'honorable John Seacombe et avec Lord Tynedale, mes oncles maternels. Ils me demandèrent si je voulais entrer dans l'église. Lord Tynedale m'offrit la cure de Seacombe dont il dispose, et mon autre oncle m'insinua qu'en devenant recteur de Seacombe-Comscaife, il pourrait m'être permis de placer la tête de ma maison et de ma paroisse l'une de mes 6 cousines, ses filles, pour lesquelles j'éprouvais une égale répugnance. Je repoussais les 2 propositions. L'Église est une belle carrière, mais j'aurais fait un fort mauvais ecclésiastique. Quant à la femme, l'idée seule d'être liée pour toujours à l'une de mes cousines me produisait l'effet d'un horrible cauchemar. Elles sont jolies, leur éducation a été très soignée, mais ni leur talent ni leur charme n'ont jamais pu éveiller le moindre écho dans mon âme. Et songer à passer les longues soirées d'hiver au coin du feu du rectorat de Seacombe, en tête-à-tête avec l'une d'elles, Sarah par exemple, cette grande et forte statue, oh non! J'aurais fait en pareille circonstance un très mauvais mari, aussi bien qu'un mauvais prêtre. « À quoi vous destinez-vous alors » me demandèrent mes 2 oncles. Je répondis que j'allais réfléchir. Ils me rappelèrent que j'étais sans fortune et que je n'avais rien à attendre de personne. Lord Tynedale, après une pause assez longue, me demanda d'un ton peu bienveillant si je pensais à suivre la même carrière que mon père et à entrer dans le commerce. Je n'y avais jamais songé. Mon ambition et mes rêves ne m'attiraient pas de ce côté. Je ne crois point d'ailleurs avoir en moi l'étoffe d'un négociant. Mais Lord Tynedale avait prononcé le mot commerce avec tant de mépris et de hauteur railleuse que je fus immédiatement décidé. Mon père n'était pour moi qu'un nom. Toutefois, je ne pouvais souffrir qu'on me jetât ce nom à la face d'un air dédaigneux et railleur. Aussi répondis-je avec empressement, « Je ne puis mieux faire que de marcher sur les traces de mon père, et j'entrerai dans l'industrie. » Mes oncles ne me firent aucune remontrance, et nous nous séparâmes avec une aversion mutuelle. J'étais dans mon droit, en me délivrant du patronage de Lord Tynedale, mais je faisais une folie, en acceptant de prime abord un autre fardeau qui pouvait m'être insupportable et dont le poids m'était complètement inconnu. J'écrivis tout de suite à Édouard, le seul frère qui m'ait été donné, tu le connais. Plus âgé que moi de 10 ans, il venait de se marier avec la fille d'un riche industriel et possédait à cette époque l'usine qui avait appartenu jadis à mon père. Tu sais qu'après avoir passé pour un Crésus, mon père avait fait banqueroute peu de temps avant sa mort, et que ma mère, restée sans aucune ressource, avait été complètement abandonnée par ses 2 nobles frères, qui ne lui pardonnaient point d'avoir épousé un manufacturier. Elle me mit au monde 6 mois après la mort de mon père, et quitta cette vie au moment où je venais d'y entrer. Il est probable qu'elle ne regretta pas de mourir, car l'existence ne lui promettait ni consolation ni espoir.
La famille de mon père se chargea d'Édouard et m'éleva jusqu'à l'âge de 9 ans. À cette époque, il advint que la représentation d'un bourg important du comté fut vacante et que Mr. Seacombe se présenta pour l'obtenir. Mr. Crimsworth, mon oncle paternel, commerçant plein d'astuce, profita de l'occasion pour écrire au candidat une lettre virulente où il disait nettement que si Mr. Seacombe et Lord Tynedale ne consentaient pas à faire quelque chose pour les enfants de leur sœur, ils dévoileraient publiquement leur impitoyable dureté envers leur neveu orphelin et s'opposeraient de tous ses efforts à l'élection d'un homme sans cœur. Mr. Seacombe et Lord Tynedale savaient parfaitement que les Crimsworth étaient une race déterminée et peu scrupuleuse. Ils connaissaient en outre leur influence dans le bourg dont ils sollicitaient les suffrages. Et faisant de nécessité vertu, ils se chargèrent de payer les dépenses de mon éducation. C'est alors que je fus envoyé à Eton, où je restai 10 ans, pendant lesquels mon frère ne vint pas me voir une seule fois. Il était entré dans le commerce, et y avait apporté tant de zèle et de capacité qu'à l'époque où je lui écrivis, c'est-à-dire vers sa 30e année, il marchait rapidement à la fortune. C'est du moins ce que m'avaient appris les lettres fort brèves qu'il m'adressait 3 ou 4 fois par an. Lettres qui se terminaient toujours par l'expression de sa haine pour les Seacombe, et où il me reprochait invariablement d'accepter les bienfaits d'une famille aussi odieuse. Je n'avais pas compris tout d'abord les paroles d'Édouard. Je trouvais tout simple qu'étant orphelin, mes oncles se fussent chargés de me faire élever. Mais plus tard, apprenant peu à peu l'aversion qu'ils avaient toujours témoignée à mon père, les souffrances que ma mère avait subies, les humiliations dont elle avait été abreuvée, en un mot, tous les torts que sa famille avait eus à son égard, je rougis de la dépendance où je me trouvais placé, et je pris la résolution de ne plus recevoir mon pain de ceux qui avaient refusé l'indispensable à ma mère agonisante. C'est sous l'influence de cette détermination que je renonçai au rectorat de Seacombe et au noble mariage qui m'était proposé. Ayant ainsi rompu avec la famille de ma mère, j'écrivis donc à Édouard, je l'informai de tout ce qui s'était passé, je lui dis mon intention d'entrer dans l'industrie, et je lui demandai s'il ne pourrait pas m'occuper dans son usine. Il me répondit que je pouvais venir, si bon me semblait, qu'il chercherait alors à me caser si la chose était possible, mais pas un mot d'approbation pour ma conduite, pas une parole d'encouragement pour l'avenir. Je m'interdis tout commentaire relativement à ce billet laconique, et faisant mes malles, je partis aussitôt pour le nord. Après avoir passé 2 jours en diligence, les chemins de fer n'existaient pas à cette époque, j'arrivai, par une brumeuse après-midi d'octobre, dans la ville de X. J'avais toujours compris qu'Édouard demeurait dans cette ville, mais on répondit à mes questions que c'était seulement l'usine et les magasins de Mr. Crimsworth qui se trouvaient au milieu de l'atmosphère enfumée de Big Ben Close. Quant à sa résidence, elle était située en pleine campagne, à 4 milles de X. La nuit approchait lorsque j'arrivai à la grille de l'habitation qu'on m'avait désignée comme étant celle de mon frère. En avançant dans l'avenue, j'entrevis, aux dernières lueurs du crépuscule et à travers le brouillard qui rendait l'ombre plus épaisse, une vaste maison entourée de jardins suffisamment spacieux. Je m'arrêtai un instant sur la pelouse qui se déployait devant la façade, et m'appuyant contre un arbre, je regardais avec intérêt l'extérieur de Crimsworth Hall. « Il faut qu'Édouard ait déjà de la fortune, dis-je en moi-même. Je savais bien qu'il faisait de bonnes affaires, mais je ne me doutais pas qu'il possédât une maison aussi importante. » Et sans plus de réflexion, je me dirigeai vers la porte à laquelle je sonnai. Un domestique vint m'ouvrir. Je déclinai mon nom. Il me débarrassa de mon manteau qui était mouillé, de mon sac de nuit, et me fit entrer dans une bibliothèque où étaient allumées plusieurs bougies et où brillait un bon feu. « Mr. Crimsworth, me dit-il, n'est pas encore revenu. C'est aujourd'hui le marché, mais il sera de retour avant une demi-heure. » Livré à moi-même, je m'installai dans le fauteuil couvert de maroquin rouge qui se trouvait au coin du feu, et tout en regardant la flamme jaillir du charbon rayonnant et le frésil tomber par intervalles sur la pierre du foyer, je pensais à l'entrevue qui allait bientôt avoir lieu. Parmi les doutes qui s'élevaient dans mon esprit au sujet de la réception que me ferait Édouard, il y avait au moins une chose certaine, c'est que je n'éprouverais aucun désenchantement. J'attendais trop peu de choses pour être désappointé. Je ne comptais sur aucun témoignage de tendresse fraternelle. Les lettres qu'Édouard m'avait toujours écrites me préservaient de toute illusion à cet égard.
et cependant, je me sentais saisi d'une émotion que chaque minute rendait plus vive. À quoi donc aspirais-je aussi ardemment? Je n'aurais pu le dire. Ma main, si complètement étrangère à l'étreinte d'une main fraternelle, se fermait d'elle-même pour réprimer les tressaillements que lui causait l'impatience. Je pensais à mes oncles, et tandis que je me demandais si l'indifférence d'Édouard égalerait la froideur dédaigneuse qu'il m'avait toujours témoignée, j'entendis ouvrir la grille et une voiture s'approcher du perron. Un instant après, quelques paroles s'échangèrent entre le domestique et la personne qui venait d'entrer. Quelqu'un se dirigea vers la bibliothèque où je me trouvais. Le bruit de ses pas annonçait clairement que c'était le maître de la maison. J'avais gardé un vague souvenir de mon frère tel que je l'avais vu 10 ans auparavant. C'était alors un grand jeune homme sec et anguleux, sans tournure et sans grâce. Je me trouvais maintenant en face d'un homme puissant et beau, d'une taille admirable, d'une force athlétique, ayant le teint clair et le visage régulier. Un caractère violent et impérieux se révélait dans ses moindres mouvements, aussi bien que dans son regard et dans l'ensemble de ses traits. Il m'accueillit d'un ton bref et tout en me donnant la main, il m'examina des pieds jusqu'à la tête. « Je pensais que vous viendriez à mon comptoir, » me dit-il en s'asseyant dans le fauteuil de maroquin rouge et en me désignant un autre siège. Il avait la voix sèche et parlait avec l'accent guttural du Nord, qui sonnait durement à mes oreilles accoutumées au son argentin du midi. « C'est le maître de l'auberge où descend la voiture qui m'a envoyé ici, » répondis-je. « J'ai cru d'abord qu'il se trompait, ne sachant pas que vous habitiez la campagne. »« Peu importe, » reprit-il, « seulement je vous ai attendu. Et je suis en retard d'une demi-heure, voilà tout. Je suppose que vous avez pris la voiture du matin ?» Je lui exprimai tous mes regrets du retard que je lui avais fait éprouver. Il ne me répondit pas, et attisa le feu comme pour masquer un mouvement d'impatience. Puis il fixa de nouveau sur moi son regard observateur. J'éprouvai une satisfaction réelle de n'avoir pas cédé à mon premier mouvement, et d'avoir salué cet homme avec toute la froideur dont j'étais susceptible. « Avez-vous brisé complètement avec Tynedale et Seacombe ?» me demanda-t-il du ton bref qui paraissait lui être habituel. « Je ne crois pas que désormais je puisse avoir de rapport avec eux, » répondis-je. Le refus que j'ai fait de leurs offres bienveillantes a placé entre nous une barrière infranchissable. « Fort bien, » dit-il. « Je vous rappellerai d'ailleurs qu'on ne peut pas servir de maître, et que toute relation avec Lord Tynedale serait incompatible avec la moindre assistance de ma part. » Il y avait une menace toute gratuite dans le coup d'œil qu'il me lança en terminant cette phrase. Je ne me sentais pas disposé à lui répondre, et je me contentais de réfléchir à la diversité de caractère et de constitution morale qui existent entre les hommes. Je ne sais pas ce que mon frère induisit de mon silence. J'ignore s'il le considéra comme un symptôme de révolte ou comme une preuve de soumission. Toujours est-il qu'après m'avoir regardé pendant quelques minutes, il quitta brusquement son fauteuil en me disant « Demain matin, j'appellerai votre attention sur différentes choses. Quant à présent, c'est l'heure du souper. Voulez-vous venir? Il est probable que Mrs. Grimsworth nous attend. » Il sortit de la bibliothèque et je le suivis en me demandant comment pouvait être sa femme. Est-elle aussi étrangère, me disais-je, que Tynedale, Seacombe et ses filles à tout ce que j'aimerais à rencontrer chez les autres? Me sera-t-elle aussi antipathique que son très cher mari? Ou pourrais-je, en causant avec elle, me sentir à l'aise et montrer quelque chose de ma véritable nature? Je fus arrêté au milieu de ces réflexions par notre arrivée dans la salle à manger.